était l'ami des puissants. Jeffrey Epstein, l'ancien prof de maths sans diplôme, devenu milliardaire, était accusé de trafic sexuel de mineurs. Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Are you kidding? 7 ans après son suicide dans une prison de New York, Jeffrey Epstein continue aujourd'hui de ternir l'image de ceux qui l'ont fréquenté. La publication par la justice américaine de plus de 3 millions de documents, de mails, de photos et de vidéos a fait l'effet d'une bombe. New documents related to Jeffrey Epstein just released today. Avalanche of files linked to convicted sex offender Jeffrey Epstein. L'onde de choc est planétaire. Aux États-Unis, Bill Clinton et son épouse seront bientôt entendus par le Congrès. En Norvège, la future reine a dû s'expliquer sur son amitié avec un prédateur sexuel. En Grande-Bretagne, la presse fait sa une sur Andrew, prince déchu, tandis que le Premier ministre britannique a dû s'excuser d'avoir nommé un proche de Jeffrey Epstein ambassadeur aux USA. Je suis désolé d'avoir cru au mensonge de Peter Mandelson. Certains documents mis en ligne par la justice américaine sont caviardés, certains n'en apparaissent pas. Ce n'est pas le cas de Jack Lang. Des mails révèlent ses liens avec l'Américain. Une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée a été ouverte par le parquet national financier. Jack Lang a démissionné de la direction de l'Institut du monde arabe. Un diplomate français est également épinglé. Le ministre des Affaires étrangères se dit effaré par l'affaire. Des soupçons de malversation financière et des soupçons également de tentatives d'influence et peut-être d'interférence avec la vie politique de pays européens et peut-être même la vie politique française. Alors comment le pédocriminel américain a-t-il pu construire un tel réseau d'influence et dans quel but? Entre enquêtes en cours et démissions en cascade, jusqu'où l'affaire Epstein empoisonnera-t-elle les démocraties européennes? Nos trois invités, Eva Joly, bonsoir. Vous êtes franco-norvégienne, d'abord, et puis vous êtes avocate au barreau de Paris, ancienne députée européenne, et vous avez publié récemment « J'ai passé une nuit d'hiver dehors » à propos de cette affaire qui nous intéresse. Vous dites être halluciné par la quantité de documents que Jeffrey Epstein a collectionnés. Ces révélations peuvent clairement déstabiliser une démocratie, comme en Norvège, par exemple, où le nom de la princesse héritière apparaît à plus de 1000 reprises. À côté de vous, François Bougon, bonsoir. Journaliste à Mediapart, vous enquêtez avec d'autres journalistes de Mediapart sur l'affaire Epstein depuis de nombreux mois. Selon vous, c'est un dossier hors norme, vraiment exceptionnel, d'autant que ces documents n'émanent que d'une seule personne qui concentrait autant de réseaux différents. Et à côté de vous, Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes, dernier essai « L'Europe a-t-elle un avenir ?» Vous considérez que cette affaire est un poison pour la démocratie car cela accroît la méfiance des peuples européens à l'encontre de leurs dirigeants, entre autres. Et cela conduit inéluctablement à une montée en puissance du complotisme et peut-être même du populisme. Et on démarre, Benjamin, avec la loi du jour. C'est celle qui a été votée en décembre dernier par le Congrès américain, l'Epstein Files Transparency Act, qui a donné lieu à la dernière divulgation donc massive de documents liés à cette affaire. Plus de 3 millions de pages, 2000 vidéos et 180 000 photos. Une publication par le ministère américain de la Justice à l'origine donc de l'onde de choc actuelle. François Bougon, c'est du jamais vu une telle masse de documents publiés en une seule fois dans cette affaire? Il y a plusieurs choses qui relèvent du jamais vu. C'est déjà le nombre de documents, c'est vrai. Et puis d'autre part, on a l'habitude en tant que journaliste d'avoir affaire à ce qu'on appelle des leaks, des divulgations. Des fuites. Des fuites. Mais généralement, c'est des fuites qui concernent une société, par exemple, ou un gouvernement. Et surtout, les journalistes travaillent un peu dans le silence, dans le secret, souvent de manière coopérative, notamment sur... Moi, j'avais travaillé sur les Panama Papers, les Offshore Leaks. Là, en l'occurrence, ce qui est assez exceptionnel, c'est non seulement le nombre de documents, mais aussi de travailler sous le regard de n'importe qui. C'est-à-dire que tout le monde ici autour de la table, mais aussi tous ceux et celles qui nous regardent peuvent aller accéder à ça. Donc, c'est vrai que cette pression, elle est assez exceptionnelle. Et donc, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas rester ferme sur ses appuis, je dirais, journalistiques. Sur ses principes. Eva Joly, vous, en tant que magistrate, vous n'aviez jamais vu ça non plus. Non. Est-ce que ça rend difficile la publication, justement, à tout le monde, de les exploiter correctement? C'est vrai que ça ressemble un peu à Wikileaks, par exemple, qui parfois aussi a lancé des grands tas de documents.
Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un problème de les gérer. On sait bien gérer des banques de données avec l'intelligence artificielle. On peut les gérer. Et il contient des renseignements qui sont extraordinairement intéressants. C'est comme si on avait des renseignements du peuple. On renseigne le peuple sur l'activité réelle de leurs élites. Et il y a des surprises qui vraiment secouent les sociétés. Et je peux vous dire que la société norvégienne, elle tremble sur ses fondements. C'est une société qui était basée complètement sur la confiance. Et ils découvrent que cette confiance, elle était mal placée et que l'élite norvégienne n'a pas respecté les règles, s'est bien servie et sans contrôle. Et donc, il faut créer de nouvelles institutions maintenant de contrôle. C'est fini la période d'autocontrôle. Patrick Martin-Jeunier, ce qu'on découvre, c'est que ce n'est pas seulement une affaire de pédophilie. Il a été condamné à l'époque, Epstein, mais c'est aussi beaucoup de trafic d'influence. C'est ça que révèle cette nouvelle divulgation. Oui, c'est un trafic d'influence financier au-delà du trafic criminel sexuel. C'est effectivement une multinationale financière où effectivement Jeffrey Epstein a réussi à avoir des obligés en Europe, puisqu'il a aussi diffusé des informations financières considérables, notamment au Royaume-Uni, où ça se déstabilise complètement, pas seulement en Norvège, mais au Royaume-Uni aussi, où ça met en danger le Premier ministre, où effectivement Peter Mandelson, qui était ambassadeur à Washington, lorsqu'il était ministre du Commerce, a donné des informations essentielles à l'étranger. Alors on va évoquer avec vous trois et avec Julien comment la Norvège et le Royaume-Uni sont déstabilisés de ce point de vue-là politiquement. Et vous l'évoquiez, Patrick Martin-Jeunier, 2 royaumes ébranlés par l'affaire Epstein, avec des anciens ministres, des diplomates et des têtes couronnées pris dans la tourmente. Au Royaume-Uni, l'implication d'Andrew, le frère du roi, est déjà bien documentée, mais désormais c'est le pouvoir politique qui vacille également. Vous le disiez, un nom revient, celui de Peter Mandelson, ancien ambassadeur à Washington. Il vient de démissionner du Parti travailliste et a quitté la Chambre des Lords. Il est soupçonné d'avoir divulgué donc à Jeffrey Epstein des informations gouvernementales sensibles en pleine crise financière dans les années 2010. Keir Starmer, l'actuel Premier ministre, connaissait-il ces liens quand il le nomme ambassadeur en 2024 ? C'est en tout cas ce qui lui est reproché aujourd'hui. Résultat, une crise politique inédite avec des appels à la démission. Mais pour le moment, Keir Starmer s'accroche à son poste. La Norvège est elle aussi touchée par une crise de confiance sans précédent, avec la révélation de liens étroits entre Jeffrey Epstein, la princesse héritière Mette-Marit, mais aussi une proximité avec l'ancien Premier ministre Thorbjørn Jagland, une figure politique majeure en Norvège, ancien président du comité Nobel norvégien, ex-secrétaire général du Conseil de l'Europe. Son nom apparaît dans cette affaire avec des nuits d'hôtel, des vols en jet privé et des séjours à Palm Beach, la résidence de Jeffrey Epstein. Résultat, le Conseil de l'Europe, on l'a appris, a annoncé hier la levée de son immunité diplomatique. Il est désormais aussi visé par une enquête pour corruption. Eva Joly, le Parlement norvégien a aussi prévu de lancer une commission d'enquête indépendante. Votre nom circule, vous pourriez peut-être la présider. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez en tout cas ? Écoutez, je suis très contente que le Parlement norvégien a décidé de faire cette commission d'enquête. Pour le moment, le mandat est discuté. Il y a les forces conservatrices qui souhaitent que le mandat soit très limité, simplement pour le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères. Et les autres partis politiques veulent que ça soit très large. Et personnellement, si jamais cela m'était proposé, je souhaiterais évidemment un mandat large. Il n'y a rien de plus insupportable que de voir des traces des crimes et des délits et pas pouvoir enquêter. Donc, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, mais c'est vrai aussi que ce n'est pas encore décidé. Des perquisitions aussi ont été menées dans les résidences de Peter Mandelson, Thorbjørn Jagland en Norvège. On voit que dans ces 2 pays, la justice va vite. Particulièrement. Oui. Il y a une enquête pénale en cours, donc pour corruption aggravée. Les perquisitions ont eu lieu aujourd'hui chez Jagland. Ils ont eu lieu il y a quelques jours chez Mona Juul, notre diplomate vedette femme de Terje Rød-Larsen, qui était le négociateur des accords d'Oslo. Et on découvre qu'ils ont acquis un appartement de 330 mètres carrés à moitié prix par un chantage exercé par Epstein sur l'armateur. Il a dit que si vous ne vendez pas cet appartement aux époux
comme je le veux, au prix que je veux. Je bloque vos bateaux au Moyen-Orient et vous ne le verrez plus. Ouais. Mais François Boucan, est-ce que la justice va ouvrir beaucoup d'enquêtes? Pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça. On est un peu surpris par rapport à la masse de documents. Parce que c'est compliqué de caractériser les faits? Il y a aussi, il faudrait peut-être préciser que dans ces documents, il y a beaucoup de documents qui ne sont pas publiés, notamment tout ce qui a rapport aux crimes sexuels. Donc déjà, là-dessus, on n'a pas accès, puisqu'ils n'ont pas été publiés. Pour quelle raison? Pour, soi-disant, il y a des enquêtes en cours. Voilà. Et puis, protéger les victimes aussi. Protéger les victimes et tout ça. Donc c'est vrai que ces documents-là, c'est un puzzle. On a un puzzle, on assemble des pièces, mais il y a plein de pièces auxquelles on n'a pas accès. Donc déjà, je pense qu'il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais il n'y a aucune preuve de délits sexuels, etc. Mais il n'y a aucune preuve parce qu'ils ne sont pas dedans. Et d'autre part, il y a je rejoins sur l'aspect politico-financier, et c'est là où on voit, je pense, aujourd'hui, l'impact, que ce soit en France, avec Jack Lang et sa fille, que ce soit en Norvège, en Grande-Bretagne. Donc c'est plutôt sur ces aspects-là, en fait, qu'on aura des enquêtes. Sur le cœur même de l'enquête, sur le cœur même du dossier, c'est-à-dire Epstein, ces crimes sexuels, de toute façon, l'action est éteinte depuis son suicide en prison. Et puis en France... Il y a une enquête ouverte par le parquet national financier pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Jack Lang et Caroline Lang, oui. Et puis l'éventuel testament dont on ne sait pas ce qu'il contient. Alors l'enquête, elle concerne la société offshore, la société offshore qui a été créée dans un paradis fiscal entre Jeffrey Epstein et Caroline Lang. Oui. Alors, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir simplement en disant il faut faire attention. Il y a un aspect judiciaire, il y a un aspect politique. Le temps judiciaire n'est pas toujours le temps du politique, on l'a vu, ça nous a été démontré. Et il y a l'aspect moral. Quand on voit que ça va extrêmement rapidement, il va y avoir cette commission d'enquête en Norvège, mais au Royaume-Uni, on n'a attendu que quelques jours avant d'aller perquisitionner chez Peter Mandelson dans ses deux appartements. Et donc, on voit que ça va extrêmement rapidement. Et donc, je crois que le politique, on a bien vu, ne peut pas faire autrement de tergiverser. Il faut réagir extrêmement rapidement. Pourquoi? Ça ébranle les pouvoirs politiques. Même le Premier ministre Keir Starmer pourrait démissionner dans la foulée. Donc il faut faire extrêmement attention. Et donc il y aura le temps judiciaire. Mais évidemment, peut-être que ces affaires sont tellement anciennes, il peut y avoir prescription sur certaines d'entre elles. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réagir sur le plan politique et sur le plan moral. Parce que voilà, toutes ces personnes, indépendamment du principe de présomption d'innocence, on en parlait avant l'émission, bien évidemment qu'on ne peut pas attendre des années avant qu'il y ait des conséquences. Pourquoi? Parce que ça peut faire monter les extrêmes en Europe. On va y revenir. Oui, justement, cette affaire, elle nourrit des suspicions de toutes sortes, notamment complotistes, jusqu'au plus haut sommet des États. Écoutez Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Jest bardzo prawdopodobne, że była to przygotowana operacja rosyjskiego KGB. Ten tak zwany honey trap, słodka przynęta, pułapka zastawiona na elity świata zachodniego, głównie Stanów Zjednoczonych. François Bougon, qu'est-ce qu'on peut donner comme crédibilité à une piste russe? Pour l'instant, aucune. C'est que des spéculations, en fait. En tout cas, moi, en tant que journaliste, travaillant sur ce dossier, pour l'instant, je n'ai aucune... je ne peux pas vous dire, Jeffrey Epstein, par exemple, travaillait pour les Russes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il était en contact avec des gens proches du Kremlin, qu'il a développé un certain nombre d'affaires avec la Russie, qu'il voulait se rendre en Russie, qu'il espérait pouvoir rencontrer Poutine, mais il n'y a aucune preuve. Rien n'est avéré. Rien n'est avéré. C'est comme la piste avec Israël. Rien n'est avéré pour le moment. Donc en fait, je pense qu'il faut, en tant que journaliste, je pense qu'il faut rester quand même extrêmement prudent, avancer avec des éléments factuels dont on dispose et ne pas justement tomber dans des suppositions ou des allégations. Oui. Vous voulez réagir, Eva Joly? Une idée, je crois, importante. Même si les faits sont anciens, il y a beaucoup de recel, beaucoup de blanchiment qui ne se prescrivent pas. Donc l'action publique pourra toujours s'exercer pour tous les biens obtenus illégalement. Et l'Europe a fait des énormes progrès en matière de saisie de biens. Donc on peut aussi penser que s'il y a des procédures, les biens seront saisis. Oui, mais c'est-à-dire que quand on voit quand même tout cela, c'est sexe, argent, pouvoir,
Patrick Martin-Genier, on se dit que c'est le cocktail idéal, encore une fois, pour les thèses complotistes et conspirationnistes. Oui, oui, tout à fait. Vous savez, depuis quelques années, avec le Trumpisme, la base MAGA, Make America Great Again, évidemment que le complotisme s'est développé. En fait, le complotisme s'est considérablement développé depuis la crise de Covid. Rappelez-vous, le vaccin ne servait à rien, on mourait à cause du vaccin, avec le ministre de la Santé Kennedy de Trump. Et voilà. Et donc, également, effectivement, le fait de dire que on protège l'élite, le fait de protéger l'élite, c'est ce qu'on dit. Donc ça renforce les thèses complotistes et ça renforce qui, naturellement? Eh bien, les extrêmes. Et quand on parle des extrêmes, c'est essentiellement, naturellement, l'extrême droite qui monte aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Il y a 2 jours, on voyait que l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, était à 40% en Saxe-Anhalt, dans une des régions où il y aura des élections. Donc tout ça renforce l'extrême droite qui, finalement, diffuse cette méfiance des élites politiques, des élites économiques et même des élites culturelles. Des élites décadentes. Une élite décadente de l'Occident. Oui. Moi, je pense qu'une des réponses, c'est effectivement les enquêtes et les sanctions. Montrer au peuple qu'il n'y a pas de différence, qu'on sait en France juger les anciens précédents comme n'importe qui. Oui. Non mais François Bougon, sur un plan géopolitique tout de même, c'est vrai que les Russes parlent de décadence occidentale, ça semble dire du pain béni dans leur propagande actuelle. C'est pour ça qu'on s'interroge sur des liens complotistes. Oui, après, moi je rejoins Eva Joly. Moi j'ai un peu de mal, presque de malaise vis-à-vis de ce discours qui consiste à dire ça nourrit le complotisme. Moi, ce qui nourrit le complotisme, c'est l'absence de justice vis-à-vis de dizaines et de dizaines de victimes de Jeffrey Epstein. Et moi, je pense qu'il faut d'abord, renverser les termes du débat. C'est-à-dire, quelle est cette affaire? Cette affaire, c'est avant tout une affaire de crimes sexuels, de pédocriminalité. Et tant qu'on n'aura pas, dans la mesure du possible, puisque l'instigateur de ces crimes, il est mort, mais tant qu'on n'aura pas fait le plus possible la lumière, bien sûr que ces théories complotistes seront nourries. Mais c'est la responsabilité des démocraties occidentales de répondre à cette demande de justice et de transparence. Oui, parce qu'on a l'impression que l'élite s'autoprotège, en quelque sorte. Mais le fait de dire que ça nourrit le complotisme quand même, pourquoi? Parce que parmi la population, parmi les peuples européens, on a la sensation, à tort ou à raison, que l'élite s'autoprotège. Je crois que vous vouliez revenir sur le testament de Jeffrey Epstein qui avantagerait la famille Lang, ou en tout cas la fille de Jack Lang. Oui, disons que dans mon univers à moi, dans les enquêtes que j'ai conduites, je ne crois pas que les milliardaires donnent des millions gratuitement. Je ne pense pas qu'ils sont des généreux par donateurs. philanthropie Je pense que c'est des paiements pour des services rendus et que le rôle de l'enquêteur est de trouver pour quel service, pourquoi est-ce qu'il a fait ces dons-là. C'est une façon de blanchir, exactement comme des faux prêts. On a souvent rencontré des faux prêts dans des enquêtes, on justifie qu'on a des ressources. Vous voyez, j'ai un contrat de prêt, et là, j'ai des ressources, j'ai un héritage. C'est le même mécanisme. Alors en France... Et je voulais aussi vous dire que déjà, pendant l'affaire Elf, on n'a pas arrêté de me dire que je déstabilisais la démocratie, car je nourrissais le populisme. Alors justement, en France, l'impact aussi est important au point que certains politiques réclament une enquête au Parlement. Écoutez Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. On a demandé une commission d'enquête. C'est la manière dont les démocraties vont gérer les suites de l'affaire Epstein va être déterminante pour savoir s'il y a une impunité ou non chez les puissants sur la question des violences faites aux enfants et faites aux femmes. Donc ça, c'est la première des choses. Donc il y a d'abord un signal à envoyer aux victimes, notamment aux victimes françaises. Patrick Martin-Genier, c'est vrai que là, le politique s'en mêle, mais vous dites que c'est la justice qui doit le faire en premier lieu, sauf qu'il y a des élections qui arrivent et ça devient un sujet politique majeur. Oui, mais la justice va faire son travail, qu'on la laisse faire son travail sereinement. Je sais qu'elle est constamment critiquée par les responsables politiques désormais. C'est une atteinte gravissime à l'état de droit. Que la justice fasse son travail, qu'on la laisse de façon indépendante. En revanche, ça ne veut pas dire que le politique ne doit pas se saisir de cette situation. Et j'ai vu que, effectivement, il y a Madame Panot. C'est pas parce que c'est Madame Panot, mais je crois que la création d'une commission d'enquête serait quelque chose de bienvenu. Je sais que Mme Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, ne le souhaite pas, mais je crois que pour répondre aux interrogations, encore une fois, des populations, des peuples, et notamment en France, il me semble que ce serait bien, peut-être avec un mandat spécial, qu'une commission d'enquête aille enquêter sur les ramifications françaises des affaires Epstein en France.
Eva Joly, vous pensez qu'une enquête parlementaire, ça peut court-circuiter la justice ou pas? Ça ne court-circuite pas, c'est pas comparable. En réalité, il n'y a que la justice qui a les vraies armes pour faire une enquête. Si vous avez besoin de coopérer avec les États-Unis ou avec un autre pays, c'est pas une commission parlementaire qui peut le faire. Ce n'est que la justice. C'est la justice qui a les armes. C'est elle qui peut perquisitionner, qui peut faire des commissions rogatoires internationales. Et surtout, depuis quelques années, nous avons maintenant aussi un parquet européen. Nous avons la possibilité de coordonner des actions entre tous les États membres. Donc on peut être très efficace. François Bougon, à quoi peut-on s'attendre encore? Y a-t-il encore d'autres avalanches de documents à venir? On a parlé de documents qui n'ont pas encore été publiés, de documents caviardés. Déjà, on peut s'attendre à plus de publications journalistiques, puisque vu le nombre de documents, il y a beaucoup de fils à tirer. Et par ailleurs, c'est vrai que les secousses politiques, je pense, vont continuer, en fait, que ce soit aux États-Unis, mais même en Europe. C'est-à-dire une déstabilisation, vous pensez, de l'appareil politique, et donc démocratique? C'est vrai que pour moi, c'est un tremblement de terre qui se produit aux États-Unis, et on en subit ici, en Europe, les secousses. Mais la question, c'est que c'est vrai que ça se produit dans un contexte particulier, on l'a dit, mais on ne doit pas oublier, c'est pour ça que j'aime bien revenir sur le cœur de ce dossier. On doit revenir sur ce que c'est-à-dire à la fois du politico-financier, et ça, moi je pense que c'est fondamental d'enquêter dessus, et puis tout ce qui relève des crimes sexuels. Et donc je pense qu'il y a une part à la fois pour les journalistes, la justice, et le politique, et c'est sûr. Patrick Martin-Geniez, ça nourrit le tous pourri, vous diriez, vous, à quelques mois de la présidentielle ou pas? Malheureusement, oui, c'est quelque chose qui va accroître la défiance, le fossé qui existe entre les électeurs et les pouvoirs politiques. Un récent sondage vient de montrer que les Français, à 78%, je crois, ne faisaient plus du tout confiance aux responsables politiques. C'est dommage, parce que, comme disait Churchill, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Donc, il faut effectivement faire la lumière le plus rapidement possible pour que ce fossé ne continue pas à se creuser entre les électeurs et les responsables politiques. Merci à tous les trois d'être venus débattre et d'être venus tenter, en tout cas, de nous éclairer sur les enjeux autour de cette affaire Epstein.